le capitaine Derek Sullivan traversa en trombe le parking du tribunal fédéral, aboya des ordres à 3 jeunes officiers, bouscula la sécurité du palais de justice et saisit la femme noire par le bras avant de la projeter violemment contre sa voiture de patrouille. « Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à l'action policière », hurla le vétéran de 20 ans de service, appuyant son genou sur son dos tandis qu'elle déclarait calmement « Capitaine, je suis la juge fédérale Rebecca Washington, et vous devez reculer immédiatement. » L'officier raciste éclata de rire jusqu'à ce qu'elle récitât son numéro de matricule, le nom de son supérieur et l'article exact du statut fédéral qu'il était en train d'enfreindre, des détails que seule une personne investie d'une autorité judiciaire suprême pourrait connaître. Ce que le capitaine Sullivan ne réalisait pas, c'est qu'attaquer la mauvaise personne au mauvais endroit déclencherait des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. Il pensait avoir affaire à une citoyenne de plus qui avait besoin d'être remise à sa place. Il avait tort. Ce qui se produisit au cours des 72 heures suivantes allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, l'autorité et le prix d'un moment d'arrogance raciste. C'est l'histoire de la façon dont une décision a tout détruit, et pourquoi vous n'oublierez jamais ce qui va suivre. Il était 20h47 un mardi soir lorsque 2 mondes très différents se sont heurtés de la manière la plus catastrophique possible devant le bâtiment fédéral Richard B. Russell à Atlanta, en Géorgie. La juge fédérale Rebecca Washington venait de conclure une journée éreintante de 14 heures à présider une complexe affaire fédérale de racket. À 45 ans, elle avait acquis sa réputation comme l'une des juristes les plus respectées du district sud de Géorgie. Elle était connue pour son intellect affûté, son intégrité inébranlable et son calme sous la pression. Ce soir-là, elle portait sa mallette en cuir contenant des dossiers fédéraux sensibles alors qu'elle marchait vers sa Mercedes argentée dans le garage sécurisé du palais de justice. À 3 pâtés de maison de là, le capitaine de police Derek Sullivan traversait le pire mois de ses 20 ans de carrière. Les coupes budgétaires avaient accru la pression du bureau du maire. Ses taux de résolution d'affaires étaient en baisse de 15% et les affaires internes avaient reçu 3 plaintes concernant les tactiques agressives de ses officiers au cours des 2 dernières semaines. À 52 ans, Sullivan se flattait d'être un flic de la vieille école qui croyait qu'il fallait d'abord montrer son autorité et poser des questions ensuite. Ce soir-là, il dirigeait une opération de ratissage antidrogue de routine qui n'avait produit que de la paperasse et des officiers frustrés. L'appel arriva à 20h45. Activité suspecte signalée près du palais de justice fédéral. Plusieurs individus vus flânant sur le parking. La mâchoire de Sullivan se serra en entendant l'adresse. Propriété fédérale signifiait supervision fédérale, paperasse fédérale et mots de tête fédéraux. Mais un appel était un appel, et Sullivan ne reculait jamais devant l'affirmation de son autorité, quelle que soit la juridiction. La juge Washington venait d'atteindre sa voiture lorsqu'elle remarqua l'activité inhabituelle. 3 voitures de police avaient encerclé un groupe de jeunes hommes près du parking visiteur. Elle fit une pause, observant la scène avec l'œil exercé de quelqu'un ayant passé des décennies dans le système de justice pénale. Quelque chose clochait dans le positionnement des agents et leur attitude agressive envers ce qui semblait être du personnel du palais de justice quittant leur poste du soir. Sullivan arriva sur les lieux dans son Ford Explorer de service, les gyrophares déchirant la nuit humide d'Atlanta. Il examina la situation avec une irritation croissante. Ses officiers avaient détenu 4 individus, mais il était clair que cela ne mènerait nulle part rapidement. Les individus suspects s'avérèrent être des greffiers fédéraux travaillant tard sur la préparation de dossiers. C'est une perte de temps, murmura Sullivan à l'officier Mike Torres, son plus jeune membre d'équipe. Mais nous sommes là maintenant, alors nous allons nous assurer que tout le monde comprend qui commande. La juge Washington observa l'arrivée de Sullivan et reconnut immédiatement un dangereux changement d'énergie. Au cours de ses années sur le banc, elle avait déjà vu ce type d'officier de la force publique, le genre dont l'ego l'emportait sur le jugement, dont le besoin de démontrer l'autorité conduisait souvent à des violations des droits constitutionnels. Alors que Sullivan approchait les employés de la cour détenue, la juge Washington prit une décision qui allait changer leur vie pour toujours. Elle ferma sa voiture à clé et se dirigea vers la scène, son autorité judiciaire fédérale la poussant à s'assurer que les procédures appropriées étaient respectées sur une propriété fédérale. « Excusez-moi, officier », dit-elle de sa voix de salle d'audience, claire et autoritaire. Je me demandais si je pouvais comprendre la nature de cette détention. Sullivan se retourna, le visage rouge de contrariété. Dans l'éclairage tamisé du parking, il vit une femme noire bien habillée, la quarantaine, portant une mallette, remettant en question son autorité. Chaque préjugé, chaque frustration, chaque once de son ego blessé se cristallisa en pure rage. Mais ce que le capitaine Sullivan ignorait,
c'est que la femme qui remettait en question son autorité détenait le pouvoir de déclencher des protocoles fédéraux qui exposeraient tout ce qu'il avait mis 20 ans à construire. Et chaque seconde de ce qui allait suivre était enregistrée par les systèmes de sécurité du palais de justice qui ne cessaient jamais de surveiller. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez savoir exactement qui étaient ces deux personnes et pourquoi cette collision particulière était inévitable. La juge Rebecca Washington n'avait pas toujours porté de robe de juge. 20 ans plus tôt, elle avait été avocate des droits civiques à Birmingham, en Alabama, spécialisée dans les affaires de faute policière. Elle avait construit sa carrière méthodiquement, gagnant affaire après affaire contre des services qui se croyaient intouchables. Sa nomination au banc fédéral il y a 5 ans avait été unanimement confirmée, un événement rare dans le climat politique actuel. Ce qui rendait la juge Washington particulièrement dangereuse pour quelqu'un comme le capitaine Sullivan, c'était sa connaissance encyclopédique du droit fédéral des droits civiques. Elle avait mémorisé chaque statut, chaque précédent, chaque exigence procédurale qui régissait les interactions de la police avec les citoyens. Plus important encore, elle comprenait les mécanismes fédéraux qui pouvaient être déclenchés lorsque les agents de la force publique violaient les droits constitutionnels sur une propriété fédérale. Le capitaine Derek Sullivan représentait tout ce contre quoi la juge Washington avait passé sa carrière à se battre. Son dossier personnel, si elle y avait eu accès, aurait révélé un schéma que les affaires internes avaient d'une manière ou d'une autre négligé pendant 2 décennies. Des plaintes pour usage excessif de la force mystérieusement retirées. Des témoignages de témoins soudainement devenus peu fiables. Des preuves qui disparaissaient opportunément. Des règlements versés par la ville qui ne faisaient jamais la une des journaux. Sullivan avait survécu et prospéré au sein du département parce qu'il comprenait comment le système fonctionnait. Il savait quel supérieur cultiver, quel politicien soutenir et quel leader communautaire charmer. Il avait construit un réseau de protection qui lui avait permis d'opérer en toute impunité pendant 20 ans. Mais ce soir, cette protection allait trouver son maître. « Madame, c'est une affaire de police », dit Sullivan, sa voix portant le ton de quelqu'un habitué à une obéissance immédiate. « Je vais avoir besoin que vous reculiez et que vous nous laissiez gérer cette situation. » La juge Washington resta parfaitement immobile, sa mallette à ses côtés, sa posture rayonnant la confiance tranquille de quelqu'un qui avait fait face à des salles d'audience hostiles, des avocats agressifs et des accusés intimidants sans jamais perdre son sang-froid. « Officier, je demande simplement la base légale de cette détention, » répondit-elle, sa voix calme, mais portant un sous-entendu qui aurait dû avertir Sullivan qu'il avait affaire à quelqu'un de bien plus informé qu'il ne le supposait. Les autres officiers, Torres, Jackson et Martinez, commencèrent à sentir que quelque chose changeait. Ils avaient travaillé avec Sullivan assez longtemps pour reconnaître les signes avant-coureurs lorsque son tempérament était sur le point d'exploser. Mais ils remarquèrent aussi quelque chose chez cette femme qui les mettait mal à l'aise. Son vocabulaire, sa posture, son absence totale d'intimidation face à 4 officiers armés. Tout en elle suggérait qu'elle n'était pas celle que Sullivan supposait qu'elle était. Le visage de Sullivan s'assombrit. Dans son esprit, c'était une simple équation. Il était un capitaine de police avec 20 ans d'expérience, et elle était une civile remettant en question son autorité dans la rue. Le fait qu'elle soit une femme noire le rendait encore plus exaspérant. Dans la vision du monde de Sullivan, il y avait une hiérarchie naturelle, et les gens devaient rester à leur place désignée. « Madame, je ne vous le demanderai pas 2 fois, » dit Sullivan, s'approchant de la juge Washington. « Vous devez vous éloigner tout de suite ou vous allez vous retrouver menotté. » Les employés de la cour qui avaient été détenus observaient maintenant cette nouvelle confrontation avec une alarme croissante. Ils reconnaissaient la juge Washington. Elle était l'une des juges les plus expérimentées du bâtiment, mais ils étaient trop loin pour intervenir ou avertir les officiers de leur erreur catastrophique. La juge Washington regarda directement l'insigne de Sullivan, notant son numéro, 2847. Elle observa son étiquette nominative, D. Sullivan. Elle catalogua mentalement les numéros de matricule des 3 autres officiers. Au tribunal fédéral, les détails comptaient, et la juge Washington n'oubliait jamais un détail. « Capitaine Sullivan, dit-elle, utilisant son grade et son nom avec précision, je crois qu'il peut y avoir une confusion de compétences ici. C'est une propriété fédérale, et ce sont apparemment des employés fédéraux. » L'utilisation de son nom et de son grade aurait dû être le premier avertissement de Sullivan. Les civils ne savaient généralement pas lire les insignes de police ni identifier les officiers supérieurs. Mais Sullivan était trop en colère pour remarquer les signes avant-coureurs. Personne ne se doutait que cette soirée de routine allait exposer un schéma caché depuis des décennies,
car la juge Washington n'était pas n'importe quel juge fédéral. Elle était la seule juge du district ayant l'autorité de déclencher une surveillance fédérale immédiate de toute agence d'application de la loi, et elle avait patiemment documenté des schémas de fautes policières pendant des années. Ce qui se produisit ensuite serait rediffusé sur les chaînes d'information du pays, analysé par des experts juridiques et étudié dans les académies comme un exemple de la façon dont un seul moment de mauvais jugement peut tout détruire. Sullivan se tenait maintenant à moins d'1 mètre de la juge Washington, le visage rouge de colère, les mains serrées sur ses côtés. 20 ans d'autorité incontestée l'avaient conditionné à s'attendre à une obéissance immédiate lorsqu'il élevait la voix. Le fait que cette femme restât calme et continua de le défier le poussait vers une rage qui se révélerait catastrophique. « Madame, je ne sais pas qui vous pensez être, » grommela Sullivan. « Mais vous allez apprendre que lorsque je donne un ordre, vous le suivez. Je me fiche de savoir si vous vous prenez pour une avocate ou quoi que ce soit d'autre. » Capitaine Sullivan, l'interrompit la juge Washington, sa voix toujours contrôlée, mais portant maintenant l'autorité indubitable de quelqu'un habitué à contrôler des salles d'audience remplies d'avocats hostiles et de prévenus dangereux. Je suis la juge fédérale Rebecca Washington du district sud de Géorgie, et vous êtes actuellement en train de violer l'article 242 du titre 18 du Code des États-Unis, 18 USC 242, qui interdit la privation de droits constitutionnels sous couvert de la loi. Les mots frappèrent les 3 autres officiers comme un coup physique. L'officier Torres fit même un pas en arrière. La main de l'officier Jackson s'éloigna instinctivement de son arme. L'officier Martinez regarda autour de lui nerveusement, soudain conscient des caméras de sécurité du palais de justice fédéral qui enregistraient sans aucun doute chaque instant de cette interaction. Mais le capitaine Sullivan, la vision obscurcie par la rage et l'orgueil blessé, n'entendit qu'une chose. Une femme noire lui disant ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. « Je me fiche de savoir si vous êtes la reine d'Angleterre », hurla Sullivan, de la salive s'échappant de ses lèvres. Vous entravez l'action policière, et vous allez apprendre le respect. La juge Washington resta immobile, mais son esprit travaillait avec la précision d'un ordinateur judiciaire. Elle cataloguait mentalement chaque violation de procédure, chaque transgression constitutionnelle, chaque statut fédéral qui était enfreint en temps réel. Plus important encore, elle était parfaitement consciente que tout ce qui se passait était enregistré par de multiples systèmes de sécurité fédéraux qui préserveraient cette preuve pour toujours. La transformation chez les autres officiers était visible. Ils étaient passés de professionnels de l'application de la loi confiants à des hommes qui réalisaient soudain qu'ils pourraient être témoins de la fin de leur carrière. L'officier Torres, qui n'était au département que depuis 8 mois, semblait sur le point de vomir. « Capitaine, » dit Torres doucement. « Peut-être devrions-nous nous taire, Torres, » répliqua Sullivan. « Cette femme pense qu'elle peut venir ici et nous dire comment faire notre travail. Elle est sur le point d'apprendre différemment. » La juge Washington pouvait voir la trajectoire de ce qui était sur le point de se produire. Elle avait passé des décennies dans les salles d'audience à regarder des gens prendre des décisions qui détruiraient leur vie. Elle avait vu des accusés avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis, des avocats saboter leurs propres affaires, et des procureurs abuser de leur pouvoir de manière à invalider des années d'enquête. Mais elle n'avait jamais vu quelqu'un sur le point de commettre un suicide professionnel aussi complet et avec une telle détermination. « Capitaine Sullivan, » dit-elle, tentant une dernière fois d'empêcher la catastrophe qu'elle voyait venir. « Je vous conseille vivement de contacter votre supérieur avant que cette situation ne dégénère davantage. » Sullivan entendit ces mots comme le défi ultime à son autorité. Dans sa logique tordue, reculer maintenant représenterait une défaite dont il ne pourrait jamais se remettre. Les autres officiers regardaient. Le palais de justice fédéral était en arrière-plan. Cette femme remettait en question non seulement son jugement, mais son droit même de porter l'insigne. Il prit sa décision. Sullivan s'avança, saisit la juge Washington par le bras gauche et la poussa en arrière contre sa voiture de patrouille avec suffisamment de force pour faire tomber sa mallette, éparpillant des documents juridiques sur l'asphalte. « Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à l'action policière », hurla-t-il, appuyant son genou sur son dos tout en tendant la main vers ses menottes. Le son de la mallette de la juge Washington heurtant le sol résonna sur le parking comme un coup de feu. Des dossiers d'affaires fédérales se dispersèrent dans la brise humide d'Atlanta. Et à ce moment, le capitaine Derek Sullivan franchit une ligne qui déclencherait des conséquences qu'il ne pouvait même pas imaginer. Quand les autres officiers réalisèrent qui le capitaine Sullivan venait d'agresser, leurs visages devinrent pâles. Parce qu'agresser un juge fédéral n'est pas seulement une agression. C'est un crime fédéral qui déclenche automatiquement l'intervention du FBI. Et il n'y a pas de retour en arrière possible.
L'officier Torres fut le premier à comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Alors que les dossiers d'affaires fédérales de la juge Washington se dispersaient sur le parking, il pouvait voir les sceaux officiels, les en-têtes de la Cour fédérale, les marques de classification qui indiquaient que ce n'était pas n'importe quel document juridique. « Capitaine, dit Torres, sa voix à peine audible. « Capitaine, je crois que... » Mais Sullivan était au-delà de l'écoute. Il maintenait la juge Washington pressée contre sa voiture de patrouille, les mains derrière le dos, complètement convaincu qu'il était en train de donner une précieuse leçon sur le respect de l'autorité policière. Dans son état dopé à l'adrénaline, il n'entendait pas l'horreur dans la voix de ses officiers ni ne voyait les agents de sécurité du palais de justice fédéral, qui se dirigeaient maintenant rapidement vers leur position. La juge Washington, même le visage pressé contre le métal froid de la voiture de police, resta parfaitement calme. Ses années sur le banc fédéral lui avaient appris que la panique était l'ennemi de la justice, et que la dignité sous pression était souvent l'arme la plus puissante contre la tyrannie. « Capitaine Sullivan, dit-elle, sa voix étouffée, mais toujours claire. Numéro de matricule 2847. Votre supérieur est le lieutenant-commandant James Morrison, poste 4477. L'article fédéral que vous êtes en train de violer est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison fédérale. » La spécificité de ces connaissances frappa les autres officiers comme un éclair. Les civils ne connaissaient pas les numéros de matricule, les chaînes de commandement hiérarchiques ou les directives fédérales de détermination des peines. Seule une personne ayant une connaissance intime des procédures d'application de la loi aurait accès à ce genre d'informations détaillées. L'officier Jackson, un vétéran de 15 ans, sentit son estomac se serrer alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La mallette pleine de documents fédéraux. La terminologie juridique parfaite. L'absence totale de peur face à des officiers armés. La façon dont elle se tenait avec une autorité absolue même en étant physiquement retenue. « Oh mon Dieu !» murmura Jackson à Martinez. « C'est vraiment une juge fédérale. » Martinez, qui filmait l'interaction avec sa caméra corporelle selon le protocole du département, réalisa soudain qu'il enregistrait ce qui pourrait être l'échec le plus catastrophique de l'application de la loi dans l'histoire de la Géorgie. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'il comprenait que cette séquence serait probablement une preuve dans un procès pénal fédéral. Sullivan, appuyant toujours son genou sur le dos de la juge Washington, entendit finalement quelque chose qui pénétra sa conscience obscurcie par la rage. Le son de plusieurs véhicules approchant à grande vitesse avec les gyrophares activés. La sécurité du palais de justice fédéral surveillait la situation depuis le moment où elle avait commencé. Le service de protection fédérale, qui assure la sécurité de tous les bâtiments et personnels fédéraux, avait des protocoles pour exactement ce type de situation. Lorsque la sécurité d'un juge fédéral était menacée, ces protocoles étaient activés automatiquement et sans discussion. 3 SUV noirs avec des plaques fédérales encerclèrent la scène en moins de 90 secondes. Des agents fédéraux en tenue tactique émergèrent, armes au poing, ne les pointant sur personne, mais rendant clair que cette situation venait de dégénérer à un niveau que la police locale ne pouvait contrôler. Agents fédéraux, annonça l'agente spéciale supervisante Maria Santos du service des US Marshals, relâchez l'individu immédiatement et éloignez-vous du véhicule. Sullivan leva les yeux pour voir une demi-douzaine d'agents fédéraux l'entourant. Leur présence transformait ce qu'il pensait être une arrestation de routine en une scène de film. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, le doute s'insinua dans sa conscience. Cette femme interférait avec, commença Sullivan. Monsieur, l'interrompit l'agent de Santos, sa voix portant une autorité absolue. Cette femme est la juge fédérale Rebecca Washington. Vous devez retirer vos mains d'elle immédiatement et reculer. Les mots « juge fédérale Rebecca Washington » frappèrent Sullivan comme un coup physique. Il avait déjà entendu ce nom. Chaque officier des forces de l'ordre en Géorgie connaissait ce nom. C'était la juge qui avait envoyé des policiers corrompus en prison fédérale. C'était la juge qui avait supervisé les affaires de droit civique historique qui avaient réformé 3 départements de police différents. C'était la juge qui avait le pouvoir de placer des agences d'application de la loi entière sous surveillance fédérale. Les mains de Sullivan tombèrent de la juge Washington comme s'il avait été électrocuté. Les menottes qu'il s'apprêtait à utiliser claquèrent au sol. Son visage passa du rouge cramoisi au blanc cendré en l'espace de 3 secondes. La juge Washington ajusta sa veste, ramassa ses documents légaux éparpillés avec l'aide de l'officier Torres, et se tourna pour faire face à Sullivan avec la dignité calme de quelqu'un qui venait de prouver un point sur le pouvoir, l'autorité et les conséquences du préjugé.
Ce qui se produisit ensuite allait déclencher une enquête qui exposerait la corruption atteignant les plus hauts niveaux du département. Car agresser un juge fédéral ne met pas seulement fin à des carrières. Cela déclenche des protocoles fédéraux qui ne peuvent être arrêtés, dissimulés ou ignorés. Et les preuves qu'ils étaient sur le point de découvrir prouveraient que ce n'était pas sa première fois. Dans les 6 minutes suivant l'identification de la juge Washington par l'agent Santos, une série de protocoles fédéraux commença à s'activer, impliquant finalement 4 agences fédérales différentes, le bureau du procureur des États-Unis et la division des droits civiques du département de la justice. Le protocole EPC 2847 du service de protection fédérale exigeait une notification immédiate de toute menace envers le personnel judiciaire fédéral. Le protocole USMS 1847 du service des US Marshals exigeait une enquête complète sur toute agression physique contre un juge fédéral. Le protocole FBI CR2C 847 déclenchait un examen automatique des violations des droits civiques pour tout usage de la force contre des fonctionnaires fédéraux par les forces de l'ordre local. Le capitaine Sullivan resta figé alors qu'il voyait sa carrière se désintégrer en temps réel. La juge Washington, maintenant entourée d'agents fédéraux qui la traitaient avec la déférence due à sa position, commença le processus qui allait finalement mener à sa destruction. « Agent Santos », dit la juge Washington, sa voix retrouvant son ton judiciaire normal. « J'aurais besoin qu'un rapport d'incident numéro FBI 2847 ATL soit déposé dans l'heure. » Le capitaine Sullivan a violé l'article 242 du titre 18, l'article 245 du titre 18 et potentiellement l'article 1983 du titre 42 du Code des États-Unis. J'aurai également besoin des preuves vidéo sécurisées des caméras du palais de justice 7, 12 et 15, qui ont une couverture superposée de tout cet incident. Sullivan regarda avec une horreur croissante la juge Washington démontrer l'étendue de son pouvoir. Elle ne se contentait pas de réciter la loi. Elle activait une machinerie fédérale qu'il ne savait même pas exister. Chaque protocole qu'elle mentionnait générerait des rapports qui seraient lus par les procureurs fédéraux. Chaque caméra à laquelle elle faisait référence fournirait des preuves qui ne pouvaient être supprimées ou détruites. L'officier Torres s'approcha de son capitaine avec une réticence évidente. « Capitaine, nous devrions probablement contacter le lieutenant-commandant Morrison tout de suite. » Sullivan hocha la tête d'un air hébété, comprenant enfin que cette situation était complètement hors de son contrôle. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le lieutenant-commandant Morrison avait déjà été contacté, non pas par l'équipe de Sullivan, mais par le service de protection fédérale, qui avait des protocoles de notification qui contournaient entièrement les structures de commandement locales. Le téléphone de Morrison sonnait depuis 3 minutes lorsque Sullivan appela finalement. « Morrison ici. Lieutenant-commandant, c'est le capitaine Sullivan. Nous avons une situation au palais de justice fédéral qui... » Sullivan, l'interrompit Morrison, sa voix tendue d'une panique à peine contenue. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas agressé la juge fédérale Rebecca Washington. » Le silence au bout du fil de Sullivan dit à Morrison tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Sullivan, où êtes-vous en ce moment ? » « Je suis au palais de justice avec des agents fédéraux et... »« Ne dites plus un mot sur ce canal radio, » claqua Morrison. « Je suis en route avec un conseiller juridique. Ne parlez à personne, ne faites aucune déclaration, et ne quittez pas les lieux avant mon arrivée. » Mais Morrison savait qu'il était déjà trop tard. Les accusations fédérales d'agression contre des officiers de police n'étaient pas traitées par des procureurs locaux qui pourraient être disposés à négocier. Elles étaient traitées par le bureau du procureur des États-Unis, où la juge Washington avait des relations personnelles avec chaque procureur et où les 20 ans de carrière de Sullivan ne signifiaient absolument rien. La juge Washington parlait maintenant doucement avec l'agent Santos, fournissant un compte-rendu détaillé de l'incident qui allait devenir la base des accusations fédérales. Sa mémoire des détails était légendaire dans les milieux juridiques. Elle pouvait se souvenir de conversations mot pour mot des années après qu'elles se soient produites, et sa crédibilité auprès des procureurs fédéraux était absolue. « Agent Santos, » dit la juge Washington, « vous devriez savoir que le capitaine Sullivan a affiché un schéma de comportement qui suggère que ce n'était pas un incident isolé. Sa supposition immédiate que j'étais juste une autre civile qui devait être remise à sa place indique un biais systématique et des problèmes de formation au sein du département. » Ces mots, biais systématique et problème de formation, étaient un code fédéral pour le type d'enquête qui pourrait placer des départements de police entiers sous surveillance fédérale. Sullivan, debout à 6 mètres de là, pouvait entendre suffisamment de la conversation pour comprendre que la juge Washington ne se contentait pas de déposer des accusations contre lui personnellement. Elle déclenchait un examen complet de tout son département.
L'officier Martinez enregistrait toujours tout avec sa caméra corporelle. Mais maintenant, il comprenait que cette séquence ne serait pas seulement une preuve dans l'affaire Sullivan. Ce serait une preuve dans une enquête fédérale sur les pratiques systémiques qui pourraient durer des années et entraîner des réformes ordonnées par le tribunal pour l'ensemble des forces de police. Les autres officiers, Torres, Jackson et Martinez, commençaient à réaliser que leur propre carrière pourrait être en péril simplement pour avoir été présents lors de cet incident catastrophique. Les enquêteurs fédéraux les interrogeraient séparément, examineraient leurs dossiers individuels et détermineraient s'ils avaient permis ou participé au schéma de faute de Sullivan. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout était enregistré, non seulement par la sécurité du palais de justice, mais par des systèmes de surveillance fédéraux qui capturent chaque interaction sur une propriété fédérale. Et ces enregistrements ne peuvent jamais être supprimés ou dissimulés. Le lieutenant-commandant James Morrison arriva au palais de justice fédéral avec le conseiller juridique du département, l'avocat David Richardson, s'attendant à gérer une plainte relativement routinière pour usage excessif de la force. Ce qu'ils trouvèrent à la place, c'était une scène de crime fédéral avec des techniciens de preuve photographiant des traces de dérapage sur le pavé et des agents recueillant les documents légaux éparpillés de la juge Washington comme preuve. Morrison connaissait Sullivan depuis 15 ans. Ils avaient gravi les échelons ensemble, s'étaient couverts mutuellement lors des enquêtes des affaires internes, et partageaient une compréhension sur la façon de gérer les plaintes problématiques de la communauté. Mais en voyant Sullivan debout à côté de sa voiture de patrouille avec des agents fédéraux documentant chaque centimètre de la scène, Morrison réalisa que leur réseau de protection allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. « Capitaine Sullivan », dit Morrison prudemment, conscient que des agents fédéraux enregistraient chaque mot. « Vous êtes relevé de vos fonctions en attendant l'enquête. Richardson s'occupera de toutes les communications à partir de maintenant. » L'avocat Richardson transpirait malgré la fraîcheur de l'air du soir. Il était spécialisé dans la défense contre les fautes policières, mais son expérience était entièrement avec des procureurs locaux qui pourraient être disposés à négocier. Les accusations fédérales étaient un monde complètement différent, un monde où les considérations politiques et les relations professionnelles ne signifiaient rien et où les preuves soutenaient ou non les accusations. « Votre honneur », Richardson s'approcha de la juge Washington avec une réticence évidente. « Je suis David Richardson, représentant le capitaine Sullivan. J'espérais que nous pourrions discuter. » Monsieur Richardson, l'interrompit la juge Washington. C'est maintenant une affaire pénale fédérale. Toutes les communications doivent passer par le bureau du procureur des États-Unis. Le visage de Richardson devint pâle. Affaire pénale fédérale signifiait enquête du FBI, grand jury fédéral et peine de prison fédérale potentielle. Cela signifiait que l'affaire Sullivan serait traitée par des procureurs fédéraux spécialisés dans les violations des droits civiques et qui considéraient les fautes policières comme un domaine prioritaire de poursuite. L'agente Santos coordonnait maintenant avec l'agente spéciale du FBI Jennifer Walsh, qui venait d'arriver du bureau d'Atlanta avec une unité médico-légale mobile. L'implication du FBI signifiait que cette affaire recevrait toutes les ressources des forces de l'ordre fédéral, des ressources qui pourraient découvrir des schémas de fautes remontant à des décennies. Agent Walsh, dit la juge Washington, je crois que vous voudrez examiner l'intégralité du dossier disciplinaire du capitaine Sullivan dans le cadre de votre enquête. D'après son comportement ce soir, je soupçonne que vous trouverez un schéma de violation constitutionnelle que son département n'a pas réussi à régler. L'agent Walsh hocha la tête, prenant des notes qui déclencheraient des assignations à comparaître pour le dossier personnel de Sullivan, les dossiers des affaires internes et chaque plainte déposée contre lui au cours de ses 20 ans de carrière. Les enquêteurs fédéraux avaient accès à des dossiers que les agences de surveillance locales ignoraient ou supprimaient souvent. Sullivan observa cette conversation avec un désespoir croissant. Il voyait toute sa vie systématiquement démantelée par des agents fédéraux qui opéraient avec des ressources et une autorité que les enquêteurs locaux ne pouvaient égaler. Chaque plainte qu'il pensait avoir été enterrée, chaque témoin qui avait été intimidé au silence, chaque pièce à conviction qui avait mystérieusement disparu, tout cela serait examiné par des agents fédéraux qui ne pouvaient être influencés par la politique locale. Morrison coordonnait maintenant avec le chef de la police Robert Hay, qui avait été réveillé chez lui et informé qu'un de ses capitaines avait agressé un juge fédéral. Et comprit immédiatement que cet incident déclencherait une surveillance fédérale de tout son département, une surveillance qui pourrait entraîner des réformes ordonnées par le tribunal, une surveillance fédérale et des restrictions budgétaires qui dureraient des années. Morrison, dit au téléphone, j'ai besoin d'un calendrier complet de chaque plainte contre Sullivan pour les 5 dernières années. Je l'exige pour le matin, et je veux qu'il soit exhaustif. Le FBI va le demander de toute façon, et je veux savoir ce qu'ils vont trouver avant qu'ils ne le trouvent.
Mais Morrison savait que la compilation du dossier complet de Sullivan serait comme la documentation d'un schéma de faute que le département avait systématiquement ignoré. Chaque plainte qui avait été classée sans suite, chaque entretien avec un témoin qui avait été superficiel, chaque enquête interne qui avait conclu à des preuves insuffisantes malgré des témoignages convaincants, tout cela serait maintenant examiné par des agents fédéraux qui comprenaient exactement comment les départements locaux protégeaient les officiers problématiques. La juge Washington complétait sa déclaration à l'agent Walsh, fournissant des détails qui formeraient la base des accusations fédérales. Son compte-rendu était précis, exhaustif et dévastateur. Exactement ce dont les procureurs fédéraux avaient besoin pour bâtir une affaire imparable. Agent Walsh, conclut la juge Washington, je tiens à souligner que les actions du capitaine Sullivan ce soir n'étaient pas le résultat d'un mauvais jugement ou d'une formation inadéquate. Elles étaient le résultat d'un biais systématique et de la conviction que son autorité supplantait la loi fédérale. Ce genre de mentalité ne se développe pas de manière isolée. Elle se développe dans des départements qui la permettent et la protègent. Le département pensait pouvoir contenir cela, mais il n'avait aucune idée de la profondeur de la corruption, car la juge Washington avait patiemment documenté des schémas de fautes policières pendant des années, et elle attendait le bon moment pour agir. À 23h30, moins de 3 heures après que Sullivan eut pour la première fois saisi le bras de la juge Washington, les procureurs fédéraux du bureau du procureur des États-Unis examinaient déjà les preuves préliminaires et préparaient des accusations fédérales qui seraient déposées dans les 48 heures. Le procureur fédéral adjoint Michael Torres, sans lien de parenté avec l'officier Torres, était le spécialiste de la division des droits civiques dans les affaires de fautes policières. Il avait poursuivi avec succès 47 agents des forces de l'ordre pour des violations fédérales des droits civiques au cours de ses 12 ans de carrière. Lorsque son téléphone sonna à 23h15 avec la nouvelle qu'un capitaine de police avait agressé la juge fédérale Rebecca Washington, Torres sut que ce serait l'affaire la plus médiatisée de sa carrière. « Juge Washington », dit Torres lorsqu'il l'appela chez elle. « J'ai examiné le rapport préliminaire du FBI. Nous allons déposer des accusations fédérales en vertu de l'article 242 du titre 18 et de l'article 245 du titre 18 du Code des États-Unis. Compte tenu de votre statut de juge fédéral et des preuves claires d'une motivation liée aux préjugés, nous recommanderons la fourchette de peine maximale. L'article 242 du titre 18 était le statut fédéral des droits civiques qui interdisait la privation de droits constitutionnels sous couvert de la loi. L'article 245 du titre 18 était le statut fédéral sur les crimes de haine qui aggravait les peines lorsque les victimes étaient ciblées en raison de leur race. Combinées, ces accusations entraînaient une peine maximale de 15 ans de prison fédérale. La juge Washington comprit la signification de l'appel de Torres. Les procureurs fédéraux n'appelaient pas les victimes pour discuter des décisions d'accusation à moins d'être complètement confiants dans leur capacité à obtenir des condamnations. Torres appelait parce qu'il voulait que la juge Washington sache que Sullivan affronterait tout le poids de la justice fédérale. Pendant ce temps, au siège du FBI à Atlanta, l'agente spéciale Walsh compilait le dossier de 20 ans de Sullivan, comprenant les plaintes, les poursuites et les actions disciplinaires. Ce qu'elle découvrit était un schéma de faute si complet qu'il suggérait un échec systématique des mécanismes de surveillance du département de police. 43 plaintes pour usage excessif de la force. 27 allégations de biais racial. 15 procès réglés par la ville avec des accords confidentiels. Cette enquête des affaires internes qui avait conclu à des preuves insuffisantes malgré des témoignages convaincants. Un schéma de comportement qui aurait dû entraîner un licenciement des années auparavant, mais qui avait été, au lieu de cela, permis et protégé par des supérieurs qui valorisaient la loyauté au détriment de la responsabilité. Le rapport de l'agent Walsh déclencherait finalement une enquête fédérale sur les pratiques systémiques en vertu de l'article 14141 du titre 42 du Code des États-Unis, ce qui placerait l'ensemble du département de police sous surveillance fédérale et exigerait des réformes globales qui coûteraient des millions de dollars et prendraient des années à mettre en œuvre. Sullivan, quant à lui, était chez lui dans sa maison de plain-pied en banlieue, fixant sa photo de remise de diplôme de l'académie de police et essayant de comprendre comment 20 ans de ce qu'il considérait comme une application réussie de la loi avaient mené à ce moment. Sa femme, Linda, pleurait doucement dans leur chambre, comprenant déjà que leur mode de vie de classe moyenne, les fonds universitaires de leurs enfants et leur plan de retraite avaient été détruits par un moment d'arrogance raciste. Le téléphone de Sullivan n'avait cessé de sonner depuis que la nouvelle de l'incident s'était répandue dans le département. Ses collègues, ses supérieurs et les représentants syndicaux voulaient tous savoir ce qui s'était passé et à quel point les dégâts seraient graves. Mais Sullivan ne pouvait pas expliquer comment il avait confondu un juge fédéral avec une civile ordinaire, ne pouvait pas justifier pourquoi il avait utilisé la force contre quelqu'un qui ne l'avait jamais menacé,
Et ne pouvait pas rationaliser pourquoi il avait ignoré chaque signe avant-coureur qui aurait dû lui dire d'arrêter. L'avocate du syndicat de la police, Sarah Martinez, avait examiné les preuves préliminaires et avait livré une nouvelle qui brisa le dernier espoir de Sullivan. Derek, ce n'est pas une affaire que nous pouvons défendre. Les preuves sont accablantes. La victime est une juge fédérale, et le FBI a la vidéo de tout. Mon conseil est de négocier la peine minimale et d'espérer que les procureurs fédéraux seront généreux. Mais les procureurs fédéraux se sentaient rarement généreux lorsque des policiers violaient les droits civiques de juges fédéraux. Le bureau du procureur des États-Unis avait une réputation à maintenir, et la poursuite des policiers corrompus était toujours populaire auprès des électeurs et des organisations de défense des droits civiques. Le chef y rencontrait maintenant le maire, l'avocat de la ville et les médiateurs fédéraux pour discuter des termes de la surveillance fédérale qui serait imposée au département. L'incident avec la juge Washington avait accéléré les enquêtes qui s'accumulaient depuis des années, et la ville était confrontée à une intervention fédérale qui remodèlerait chaque aspect des opérations de police. « Chef », dit la maire Patricia Johnson, sa voix tendue d'une colère contenue. « Je dois savoir combien d'autres Derek Sullivan nous avons dans ce département, et je dois savoir comment nous allons empêcher que cela ne se reproduise. » Elle savait que la réponse serait dévastatrice. Le département comptait des dizaines d'officiers avec des schémas de plainte similaires à ceux de Sullivan, et la prévention de futurs incidents exigerait des changements systémiques auxquels le département avait résisté pendant des décennies. Ce que l'enquête fédérale a découvert a choqué toute la nation. Car la carrière de 20 ans du capitaine Sullivan n'était pas basée sur un bon travail policier, elle était basée sur l'intimidation, les dissimulations et un département qui le protégeait à chaque tournant. Les enquêteurs fédéraux travaillaient depuis 18 heures sans interruption lorsqu'ils ont découvert des preuves qui ont transformé l'affaire Sullivan d'un simple incident de faute en une enquête de conspiration fédérale impliquant plusieurs officiers et supérieurs. L'agente du FBI Walsh analysait le dossier personnel de Sullivan lorsqu'elle a remarqué un schéma qui lui a retourné l'estomac. Chaque plainte contre Sullivan avait été enquêtée par le même détective des affaires internes, le lieutenant Michael Foster. Chaque enquête avait conclu à des preuves insuffisantes. Chaque témoin était mystérieusement devenu indisponible ou peu fiable pendant le processus d'enquête. Foster protégeait Sullivan depuis 15 ans, et leur arrangement avait généré des millions de dollars en règlements juridiques que la ville avait payés pour éviter la surveillance fédérale. La découverte de Walsh signifiait que Foster ferait également face à des accusations fédérales de conspiration en vue de violer les droits civiques en vertu de l'article 241 du titre 18 du Code des États-Unis, 18 USC 241. Les preuves étaient accablantes. Les relevés de mai montraient que Foster avait entraîné Sullivan à rédiger des rapports d'incidents qui résisteraient à un examen minutieux. Les relevés téléphoniques révélaient une coordination entre Foster et Sullivan avant les entretiens des affaires internes. Les relevés financiers indiquaient que Sullivan avait aidé Foster à obtenir une promotion en fournissant un faux témoignage lors d'une audience disciplinaire d'un autre officier. À 2h30 du matin, des agents fédéraux ont arrêté le lieutenant Foster à son domicile à Marietta, en Géorgie. Le mandat d'arrêt était basé sur des preuves que Foster avait systématiquement supprimé des enquêtes sur les fautes de Sullivan pendant plus d'une décennie. L'arrestation de Foster signifiait que d'autres officiers qui avaient participé au réseau de dissimulation feraient également face à des accusations fédérales. La juge Washington suivait les progrès de l'enquête grâce à des mises à jour régulières du bureau du procureur des États-Unis. Chaque nouvelle révélation confirmait sa compréhension que le comportement de Sullivan représentait un échec institutionnel, et non une faute individuelle. Procureur fédéral adjoint Torres, dit la juge Washington lors de leur appel téléphonique du matin, je veux m'assurer que cette enquête aborde les problèmes systémiques qui ont permis au comportement du capitaine Sullivan de durer 20 ans. La poursuite individuelle est importante, mais la réforme institutionnelle est essentielle. Torres comprit que la juge Washington positionnait cette affaire comme un catalyseur pour une réforme policière globale. Son influence auprès des agences de surveillance fédérale garantirait que la poursuite de Sullivan entraînerait des changements à long terme dans la responsabilité policière à travers la Géorgie. Les médias locaux avaient repris l'histoire le matin, mais ils en avaient complètement mal compris la signification. Les journalistes locaux se concentraient sur l'arrestation de Sullivan et les accusations d'agression, manquant l'histoire plus vaste de l'enquête fédérale sur la corruption policière systématique. Mais les grandes organisations de presse nationale comprenaient exactement ce qui se passait. La correspondante judiciaire de CNN rapporta que l'affaire Sullivan allait probablement déclencher l'enquête fédérale la plus complète sur les fautes policières en Géorgie depuis les années 1960. Le journaliste des droits civiques du Washington Post la décrivit comme un exemple typique de la façon dont des incidents individuels peuvent exposer des défaillances institutionnelles.
Sullivan se réveilla dans sa chambre en banlieue pour découvrir que son nom était en tendance sur Twitter. Sa photographie était diffusée à la télévision nationale, et les organisations de défense des droits civiques utilisaient son cas comme un exemple de tout ce qui n'allait pas avec la police américaine. Angela Davis, la célèbre militante des droits civiques, a publié une déclaration qui saisissait la signification nationale. L'agression du capitaine Sullivan contre la juge Washington représente la collision entre l'héritage d'oppression raciale de l'Amérique et l'autorité constitutionnelle qui protège notre démocratie. Lorsque les policiers croient pouvoir agresser des juges fédéraux en toute impunité, c'est tout notre système de justice qui est attaqué. L'avocat de la défense de Sullivan, David Richardson, luttait pour trouver une stratégie de défense viable. Les affaires fédérales de droit civique étaient notoirement difficiles à défendre car elles se concentraient sur des violations constitutionnelles claires plutôt que sur des interprétations juridiques complexes. Les preuves contre Sullivan avaient été capturées par plusieurs caméras, étaient attestées par des agents fédéraux et documentées par l'une des juges les plus respectées du système fédéral. Derek, dit Richardson lors de leur réunion du matin, les procureurs fédéraux proposent un accord de plaidoyer, 7 ans de prison fédérale en échange de votre coopération dans l'enquête sur le lieutenant Foster et d'autres officiers. C'est la meilleure offre que vous obtiendrez. Sullivan fixa l'accord de plaidoyer qui détruirait tout ce qu'il avait construit en 20 ans. 7 ans de prison fédérale signifiait perdre sa pension, ses avantages sociaux et tout espoir d'emploi futur dans les forces de l'ordre. Mais combattre les accusations signifiait risquer la peine maximale de 15 ans, et Richardson avait clairement indiqué qu'une victoire au procès était pratiquement impossible. L'enquête s'étendait au-delà de Sullivan et Foster pour inclure d'autres officiers qui avaient participé au réseau de dissimulation. Des agents fédéraux examinaient chaque affaire sur laquelle Sullivan avait travaillé, chaque arrestation qu'il avait effectuée et chaque rapport d'incident qu'il avait déposé. Des dizaines d'affaires étaient annulées à mesure que les preuves du schéma de faute de Sullivan apparaissaient. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Car lorsque le FBI enquête sur des fautes policières, il ne s'intéresse pas qu'à un seul officier. Il examine l'ensemble du système qui lui a permis d'opérer sans contrôle pendant 2 décennies. Et ce qu'ils ont trouvé allait exposer une corruption atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement municipal. 6 semaines après l'agression, le bureau du procureur des États-Unis a déposé un acte d'accusation fédéral complet qui a choqué même les avocats expérimentés des droits civiques par son ampleur et ses détails. L'affaire États-Unis, c'est Derek Sullivan, Michael Foster et James Morrison incluaient des accusations en vertu de 4 statuts fédéraux différents, conspiration en vue de violer les droits civiques, 18 USC 241, privation de droits sous couvert de la loi, 18 USC 242, violation de crimes de haine, 18 USC 245, et conspiration de racket, 18 USC 1962. Les accusations de racket étaient basées sur des preuves que Sullivan, Foster et Morrison avaient mis en œuvre une stratégie organisée pour se protéger mutuellement de la responsabilité tout en violant systématiquement les droits constitutionnels des citoyens. Les procureurs fédéraux avaient documenté plus de 200 incidents où les 3 hommes avaient dissimulé des fautes, falsifié des rapports et intimidé des témoins. La juge Washington assista à l'audience de mise en accusation, assise dans la galerie du public alors que Sullivan, Foster et Morrison étaient formellement accusés de crimes fédéraux. La salle d'audience était bondée de journalistes, de militants des droits civiques et de procureurs fédéraux qui comprenaient qu'ils étaient témoins d'un moment historique en matière de responsabilité policière. Le juge fédéral Thomas Bradley, qui présidait l'audience de mise en accusation, a fixé des conditions de caution qui mirent fin immédiatement à la carrière policière des 3 hommes. Sullivan fut contraint de rendre son insigne, son arme et sa certification d'agent des forces de l'ordre. Il lui fut interdit d'entrer en contact avec tout policier actuel ou ancien qui pourrait être témoin dans l'affaire. Monsieur Sullivan, dit le juge Bradley depuis le banc, les allégations de cet acte d'accusation décrivent un schéma de comportement qui frappe au cœur de notre système constitutionnel. Le tribunal vous considère comme un risque de fuite important et un danger pour la communauté. La caution de Sullivan fut fixée à $500 000, garantie par sa maison et nécessitant une surveillance GPS. Les conditions signifiaient qu'il passerait les mois précédant le procès en assignation à résidence, regardant ses anciens collègues témoigner contre lui en échange de peines réduites. L'impact psychologique sur Sullivan fut dévastateur. 20 ans passés à croire qu'il était intouchable avaient été brisés par un moment de contact avec quelqu'un qui possédait une réelle autorité. Il passa ses journées en assignation à résidence, lisant les articles de presse sur son affaire, regardant ses anciens partenaires prendre leur distance avec lui, et réalisant que toute son identité d'agent des forces de l'ordre avait été construite sur des violations systématiques de la loi qu'il était censé protéger. Linda Sullivan demanda le divorce dans les 2 semaines suivant la mise en accusation.
Leurs enfants changèrent de nom de famille pour éviter toute association avec les crimes de leur père. La pension de police de Sullivan fut suspendue, en attendant le résultat des accusations fédérales, le laissant financièrement dépendant de parents de plus en plus réticents à l'aider. La juge Washington, quant à elle, travaillait avec les agences de surveillance fédérales pour mettre en œuvre des réformes globales au sein du département de police. Ces recommandations allaient devenir le modèle d'intervention fédérale dans les agences d'application de la loi à l'échelle nationale. L'affaire Sullivan représente une opportunité de transformer la responsabilité policière, dit la juge Washington au contrôleur fédéral, nommé pour superviser les réformes du département. Nous devons nous assurer que ce type de fautes systématiques ne reçoivent plus jamais de protection institutionnelle. Les réformes préconisées par la juge Washington étaient révolutionnaires. Caméras corporelles obligatoires pour tous les officiers, surveillance indépendante des plaintes pour usage excessif de la force, examen fédéral de tous les incidents d'usage de la force et licenciement automatique des officiers présentant des schémas de faute. Ces changements coûteraient des millions de dollars à la ville, mais empêcheraient de futurs Derek Sullivan d'opérer en toute impunité. Les procureurs fédéraux poursuivaient également la saisie des biens civils de Sullivan, arguant que sa maison et ses économies avaient été achetées avec des revenus de sa carrière corrompue dans les forces de l'ordre. L'action de saisie signifiait que même si Sullivan évitait d'une manière ou d'une autre la prison, il perdrait tout ce qu'il avait accumulé en 20 ans. La communauté nationale des droits civiques suivait l'affaire Sullivan comme un test de l'engagement fédéral envers la responsabilité policière. Des organisations comme la NAACP, l'Union américaine pour les libertés civiles et le Southern Poverty Law Center ont déposé des mémoires d'amicus curiae soutenant des peines maximales et des réformes globales. Le révérend Al Sharpton a publié une déclaration qui saisissait la signification plus large. Derek Sullivan pensait pouvoir agresser un juge fédéral parce qu'il avait passé 20 ans à agresser des citoyens sans conséquence. La poursuite fédérale est le seul moyen de briser le cycle de l'impunité policière qui a protégé des officiers comme Sullivan pendant des générations. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Car perdre son emploi n'était que le début. Le capitaine Sullivan était sur le point de faire face à des accusations pénales fédérales qui entraînaient un minimum de 10 ans de prison. Et la juge Washington avait un dernier coup pour s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais blesser personne. L'enquête fédérale sur les pratiques systémiques déclenchées par l'agression de Sullivan avait mis au jour des preuves de corruption si étendues que le département de la justice a placé l'ensemble des forces de police sous surveillance fédérale, seulement la 4e fois dans l'histoire des États-Unis qu'une telle mesure drastique avait été prise. Le contrôleur fédéral Dr Sarah Chen, ancienne procureure fédérale spécialisée dans la réforme policière, a été nommée pour superviser des changements complets qui allaient remodeler chaque aspect des opérations des forces de l'ordre. Son mandat incluait une restructuration complète des affaires internes, la mise en œuvre de mécanismes de surveillance communautaire et un examen fédéral de toutes les décisions d'embauche et de promotion. Les preuves découvertes dans l'enquête Sullivan révèlent un échec institutionnel à tous les niveaux, a annoncé le Dr Chen lors de sa première réunion publique. Ce département a systématiquement protégé les officiers qui violaient les droits constitutionnels des citoyens tout en exerçant des représailles contre les officiers qui tentaient de signaler des fautes. Le coût financier de la surveillance fédérale était stupéfiant. La ville était tenue de payer l'équipe de contrôleurs fédéraux du Dr Chen, de mettre en œuvre de nouveaux programmes de formation pour tous les officiers, de moderniser les systèmes technologiques pour garantir la responsabilité, et de régler des centaines de poursuites pour droits civiques qui avaient été déposées à mesure que l'étendue de la corruption du département devenait claire. La maire Patricia Johnson fit face à une crise budgétaire qui menaçait les services municipaux alors que des millions de dollars étaient réorientés pour se conformer aux exigences de la surveillance fédérale. Les conséquences politiques furent rapides. 3 membres du conseil municipal qui avaient soutenu la résistance du département de police à la réforme furent révoqués par des électeurs qui exigeaient des comptes. La juge Washington fut nommée au comité consultatif fédéral sur la réforme de la police, un poste qui lui conféra une influence nationale sur les politiques de responsabilité des forces de l'ordre. Son expérience avec l'affaire Sullivan fit d'elle une experte de premier plan sur la façon dont la surveillance fédérale pouvait transformer les départements de police corrompus. L'affaire Sullivan prouve que les poursuites individuelles doivent être combinées à la réforme institutionnelle, a témoigné la juge Washington devant le Congrès. Nous ne pouvons pas simplement arrêter des officiers corrompus. Nous devons démanteler les systèmes qui protègent et permettent leur corruption. Son témoignage au Congrès a conduit à la loi fédérale sur la responsabilité policière, une législation qui exigerait de toutes les agences d'application de la loi recevant un financement fédéral qu'elles mettent en œuvre des mécanismes de surveillance similaires à ceux développés en réponse aux crimes de Sullivan. Les anciens collègues de Sullivan coopéraient avec les enquêteurs fédéraux en échange de peines réduites,
fournissant des preuves de corruption qui atteignaient les plus hauts niveaux du gouvernement municipal. L'enquête s'est étendue pour inclure des membres du conseil municipal qui avaient bloqué la réforme de la police, des procureurs qui avaient refusé de déposer des accusations contre des officiers problématiques, et des juges qui avaient rejeté des affaires sur la base de pression du parquet plutôt que de preuves. L'officier Torres, la recrue qui avait été témoin de l'agression de Sullivan contre la juge Washington, est devenu un lanceur d'alerte fédéral dont le témoignage a aidé à condamner 17 officiers supplémentaires pour violation des droits civiques. Son accord de coopération incluait la protection fédérale des témoins et une aide à la réinstallation. C'était la reconnaissance que témoigner contre des collègues corrompus avait fait de lui une cible de représailles. Torres a fait ce que tout officier de police jure de faire, a déclaré la juge Washington lors de sa cérémonie de félicitations. Il a choisi de protéger et servir la Constitution plutôt que de protéger et servir la corruption. Le syndicat de la police qui avait initialement défendu Sullivan fut contraint de mettre en œuvre de nouvelles politiques interdisant la défense des officiers accusés de violation fédérale des droits civiques. La direction du syndicat fut remplacée par des réformateurs qui s'engagèrent à soutenir la responsabilité plutôt que l'impunité. La surveillance fédérale produisait des résultats mesurables. Les plaintes pour usage excessif de la force ont chuté de 67%. La satisfaction des citoyens à l'égard des services de police a augmenté de 45%. Et les procureurs fédéraux ont signalé une réduction significative des violations des droits civiques par les agents des forces de l'ordre. Mais le coût humain des crimes de Sullivan continuait de s'accumuler. Les familles qui avaient été victimes de Sullivan au cours de ses 20 ans de carrière déposaient des poursuites pour droits civiques, réclamant des millions de dollars de dommages et intérêts. Chaque poursuite fournissait des preuves supplémentaires de l'échec systématique qui avait permis le comportement de Sullivan. Maria Rodriguez, dont le fils avait été brutalisé par Sullivan 3 ans plus tôt, a témoigné lors d'audiences fédérales sur l'impact à long terme des fautes policières. Mon fils fait encore des cauchemars à propos de ce que l'officier Sullivan lui a fait. Mais savoir que Sullivan ne blessera plus jamais une autre famille nous apporte une certaine paix. La transformation ne fut pas sans résistance. Les policiers qui avaient bénéficié de l'ancien système d'impunité ont organisé des protestations contre la surveillance fédérale, affirmant que les mesures de responsabilité rendaient l'application de la loi impossible. Mais le soutien communautaire à la réforme était écrasant et les leaders politiques qui s'opposaient à la surveillance fédérale furent révoqués. Les changements étaient révolutionnaires. Mais le jugement personnel du capitaine Sullivan était encore à venir, car la juge Washington avait un dernier coup pour s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais blesser personne. Par un froid matin de février, 8 mois après qu'il eut agressé la juge Washington, Derek Sullivan comparut devant le juge fédéral Thomas Bradley pour recevoir une condamnation qui détruirait ce qui restait de sa vie. Le palais de justice fédéral était bondé de militants des droits civiques, de victimes des abus de Sullivan et de journalistes couvrant ce qui était devenu l'affaire la plus significative en matière de responsabilité policière de l'histoire de la Géorgie. La juge Washington était assise au premier rang, un rappel visible de la dignité et de l'autorité que Sullivan avait tenté de violer. Le procureur fédéral adjoint Michael Torres présenta des preuves qui dépeignaient Sullivan comme la pièce maîtresse d'un réseau corrompu qui avait victimisé des centaines de citoyens pendant 2 décennies. Le mémorandum de condamnation comprenait des déclarations de victimes de 47 personnes qui avaient été brutalisées, faussement arrêtées ou intimidées par Sullivan et ses complices. Votre honneur, dit Torres, Derek Sullivan a utilisé son insigne et son arme pour terroriser des citoyens qui ne pouvaient pas se défendre. Il croyait que son uniforme le rendait intouchable, que son autorité supplantait la Constitution, et que ses victimes étaient impuissantes à le tenir responsable. Il s'est trompé sur tous les points. L'avocat de la défense de Sullivan fit un dernier plaidoyer désespéré pour la clémence, arguant que Sullivan était le produit de problèmes systémiques plutôt que de la malice individuelle. Mais le juge fédéral Bradley avait examiné 20 ans de preuves montrant que Sullivan avait été l'architecte de la corruption, et non sa victime. Monsieur Sullivan, dit le juge Bradley, sa voix portant le poids de l'autorité fédérale. Vous avez été reconnu coupable de crimes qui sapent les fondements de notre système démocratique. Les officiers de police qui violent les droits constitutionnels des citoyens ne sont pas des agents de la force publique. Ce sont des criminels qui se trouvent à portée des insignes. La sentence fut dévastatrice, 12 ans de prison fédérale, 3 ans de libération sous surveillance, la confiscation de tous les biens obtenus par des activités corrompues et une interdiction permanente de tout emploi dans les forces de l'ordre. Sullivan purgerait sa peine dans des établissements fédéraux conçus pour les fonctionnaires corrompus, où ses codétenus incluraient d'autres policiers, politiciens et fonctionnaires qui avaient trahi leur serment.
La juge Washington assista à la condamnation de Sullivan avec la satisfaction de quelqu'un qui avait vu la justice rendue par des processus constitutionnels appropriés. Mais son attention se tournait déjà vers les changements systématiques qui empêcheraient de futurs Derek Sullivan d'opérer en toute impunité. Cette sentence envoie un message clair, a déclaré la juge Washington aux journalistes après l'audience. Personne n'est au-dessus de la loi. Ni les policiers, ni les fonctionnaires, et certainement pas ceux qui utilisent leur autorité pour violer les droits qu'ils ont juré de protéger. La destruction personnelle de Sullivan était complète. Sa femme avait divorcé et déménagé dans un autre État avec leurs enfants. Sa maison avait été saisie par des procédures fédérales de confiscation. Sa pension de police avait été annulée. Sa certification d'agent des forces de l'ordre avait été révoquée de façon permanente. Amis et membres de la famille s'étaient éloignés de lui pour éviter toute association avec ses crimes. L'impact psychologique était évident alors que Sullivan était emmené menotté. L'homme qui avait passé 20 ans à croire qu'il était intouchable faisait maintenant face à 12 ans de prison fédérale où son statut de policier corrompu ferait de lui une cible de violence de la part de détenus qui avaient été victimes de l'application de la loi. Le lieutenant Foster reçut 10 ans de prison fédérale pour son rôle dans la dissimulation des crimes de Sullivan. Le lieutenant-commandant Morrison reçut 8 ans pour sa participation à la conspiration. 17 autres officiers reçurent des peines allant de la probation à 5 ans de prison pour leur rôle dans le réseau de corruption. L'enquête fédérale avait finalement abouti à la poursuite de 23 agents des forces de l'ordre, la plus grande affaire de corruption policière de l'histoire de la Géorgie. Bien que le coût financier pour la ville ait dépassé les 50 millions de dollars en dépenses de surveillance fédérale, en règlement de droits civiques et en mise en œuvre de réformes, le rôle de la juge Washington dans l'exposition de cette corruption lui a valu une reconnaissance nationale en tant que championne de la responsabilité policière. Elle a reçu le prix des droits civiques de la NAACP, le prix de la justice de l'Union américaine pour les libertés civiles, et a figuré en couverture du magazine Time comme l'une des personnes les plus influentes luttant contre la corruption gouvernementale. Mais pour la juge Washington, la vraie victoire n'était pas les prix ou la reconnaissance. C'était la certitude que des réformes systématiques protégeraient les futures victimes de ce qu'elle avait enduré sur ce parking du palais de justice. La surveillance fédérale du département de police se poursuivrait pendant 5 ans, garantissant que les changements seraient permanents plutôt que temporaires. Les nouveaux officiers furent formés au droit constitutionnel et au droit civique. Les supérieurs furent tenus responsables du comportement de leurs subordonnés. La surveillance communautaire fournit une responsabilité externe qui empêcha le retour de pratiques corrompues. Mais le moment le plus puissant était encore à venir, car la réponse de la juge Washington à cette agression allait inspirer une législation fédérale qui changerait à jamais la responsabilité policière. Un an après que l'agression de Derek Sullivan ait déclenché la plus grande réforme policière de l'histoire de la Géorgie, la juge Washington comparut devant la commission judiciaire du Sénat des États-Unis pour témoigner sur une législation qui allait transformer la responsabilité policière à l'échelle nationale. La loi fédérale sur la responsabilité policière, directement inspirée par l'affaire Sullivan, exigerait de toutes les agences d'application de la loi recevant un financement fédéral qu'elles mettent en œuvre des mécanismes de surveillance, des exigences de caméras corporelles et des procédures d'enquête indépendantes pour les plaintes d'usage excessif de la force. La législation représentait la réforme policière la plus complète de l'histoire américaine. Sénateur, a témoigné la juge Washington. L'agression de ma dignité par Derek Sullivan fut aussi une agression contre les principes constitutionnels qui régissent notre démocratie. Mais son crime est devenu une opportunité de démontrer que notre système de justice, lorsqu'il est correctement appliqué, peut tenir les plus puissants pour responsables et protéger même les plus vulnérables. La salle du comité était silencieuse alors que la juge Washington décrivait la corruption systématique qui avait protégé Sullivan pendant 20 ans et l'intervention fédérale qui avait finalement rendu justice. Son témoignage fut diffusé en direct à la télévision nationale, regardé par des millions d'Américains qui comprenaient qu'ils étaient témoins d'un moment historique en matière de droits civiques. La sénatrice Elizabeth Warren posa la question qui saisissait la signification nationale. Juge Washington, que se serait-il passé si vous aviez été une citoyenne ordinaire plutôt qu'une juge fédérale lorsque le capitaine Sullivan vous a agressé? La réponse de la juge Washington fut dévastatrice par sa simplicité. Sénatrice, Derek Sullivan avait agressé des citoyens ordinaires pendant 20 ans sans en subir les conséquences. La seule différence fut que j'avais l'autorité de déclencher une intervention fédérale et la connaissance pour m'assurer que cette intervention soit efficace. Cet échange devint le moment décisif des auditions, cristallisant la compréhension du public que la responsabilité policière exigeait une surveillance externe plutôt qu'une enquête interne.
La loi fédérale sur la responsabilité policière fut votée par le Sénat par un vote de 78 contre 22, avec un soutien bipartisan qui reflétait le consensus national sur la nécessité d'une réforme. Le président Biden promulgua la législation 6 mois plus tard, la juge Washington se tenant à ses côtés alors qu'il utilisait plusieurs stylos pour s'assurer que des morceaux de la signature puissent être distribués aux organisations de défense des droits civiques à travers le pays. Cette loi garantit que ce qui est arrivé à la juge Washington et ce que Derek Sullivan a fait à des centaines de victimes pendant 20 ans ne pourra plus jamais bénéficier d'une protection institutionnelle, a déclaré le président Biden lors de la cérémonie de signature. L'affaire Sullivan était devenue un modèle d'intervention fédérale dans les agences d'application de la loi corrompues. Le département de la justice utilisa ce précédent pour placer 12 départements de police supplémentaires sous surveillance fédérale, appliquant les mêmes réformes complètes qui avaient transformé le département de Sullivan. Derek Sullivan purgeait sa peine fédérale à l'établissement correctionnel fédéral de Coleman, en Floride, un établissement de moyenne sécurité qui hébergeait des fonctionnaires corrompus. Les dossiers pénitentiaires indiquaient qu'il avait été attaqué 2 fois par des détenus qui avaient été victimes de policiers, confirmant les dangers auxquels sont confrontés les agents des forces de l'ordre devenus prisonniers fédéraux. Ces appels avaient été rejetés par tous les tribunaux, y compris la Cour suprême, qui refusa d'examiner son affaire. Les experts juridiques ont noté que la condamnation de Sullivan était si évidente et les preuves si accablantes qu'aucune cour d'appel n'était disposée à remettre en question la gestion de l'affaire par les procureurs fédéraux. La juge Washington continua son travail sur la réforme policière grâce à sa position au comité consultatif fédéral, aidant à mettre en œuvre les mécanismes de responsabilité qui empêcheraient de futurs Derek Sullivan d'opérer en toute impunité. Ces recommandations étaient mises en œuvre dans les agences d'application de la loi à travers le pays. Les règlements financiers avec les victimes de Sullivan s'élevèrent à plus de 30 millions de dollars, payés par la ville via des polices d'assurance devenues prohibitives en raison des fautes systématiques. La crise de l'assurance força des réformes supplémentaires, les compagnies refusant de couvrir les agences d'application de la loi sans des mesures de responsabilité complètes. Maria Rodriguez, dont le fils avait été brutalisé par Sullivan, a pris la parole lors de la cérémonie de signature de la loi fédérale sur la responsabilité policière. La juge Washington nous a montré que la dignité et le courage peuvent vaincre la haine et la corruption. Grâce à sa force, mon fils grandira dans un monde où les policiers savent qu'ils seront tenus responsables de leurs actes. La transformation était visible dans les statistiques de la criminalité, les relations communautaires et le comportement des officiers. Le département de police qui avait jadis protégé Derek Sullivan est maintenant reconnu comme un modèle national pour l'application de la loi constitutionnelle, avec des taux de confiance communautaire qui étaient les plus élevés de la région. Les derniers mots de la juge Washington lors de l'audience du Sénat ont saisi la signification durable de sa rencontre avec Derek Sullivan. Ce qui a commencé comme une agression raciste d'un homme est devenu un catalyseur de transformation constitutionnelle. Nous avons prouvé que notre système de justice, correctement appliqué, peut protéger les vulnérables, tenir les puissants pour responsables et garantir que l'insigne et l'uniforme servent la Constitution plutôt que de corrompre ceux qui les portent. Et c'est ainsi qu'un moment d'agression raciste contre un juge fédéral a détruit une carrière de 20 ans, exposé une corruption systématique, déclenché une réforme complète et prouvé qu'en Amérique, personne, absolument personne, n'est au-dessus de la loi. Derek Sullivan pensait pouvoir agresser la juge Washington en toute impunité. Au lieu de cela, il a appris que certaines personnes détiennent un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé, et leur manquer de respect entraîne des conséquences qui le suivront pour le reste de sa vie. Merci à tous ceux qui ont tapé respect, justice et inspiré dans les commentaires. Votre engagement prouve que les histoires de dignité et de responsabilité comptent. Si cette histoire vous a ému, veuillez vous abonner pour d'autres récits incroyables de courage triomphant de la corruption. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que personne n'est au-dessus de la loi.